Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live, à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités ou tout simplement à nous dire bonjour. On a vu que vous aimiez beaucoup faire ça sur notre page Facebook. Bref, bienvenue dans Accès Direct. Et au programme, ce soir, c'est bientôt le week-end, donc nous vous proposons de prendre un grand bol d'air frais avec nos invités de grands monsieur de l'alpinisme et du parapente, Jean-Yves Fredriksen, dit Blotch, qui sera avec nous dans quelques minutes pour revenir sur son film primé il y a encore quelques semaines lors de la Coupe Icare. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Irilli, jeune champion du monde en titre du X-Contest, catégorie biplace. C'est encore du parapente, mais ça sur de la longue distance. Il nous expliquera tout dans quelques minutes. Le tout, comme chaque vendredi, ponctué par quelques idées sorties. Une fois n'est pas coutume, c'est Fanette de Buisson qui sera la voix de l'inspiration en cette fin de semaine. Bienvenue à tous. Et on commence avec les titres de l'actu. Et ce soir, c'est Clémence qui inaugure. Bonsoir Clémence. Salut. Et avec toi ce soir, on va parler d'Explora Centre. Absolument. Donc Explora Centre, c'est un tout nouveau musée qui vient d'ouvrir ses portes à Genève. Petits et grands vont pouvoir donc s'initier aux univers scientifiques, numériques et environnementaux. Un seul mot d'ordre, la pédagogie, et c'est Juliette Vincent-Seigné qui s'est rendue sur place. Et au sommaire ce soir, un anniversaire également. Absolument, l'anniversaire de Brise Glace à Annecy, donc qui fête ses 20 ans. La scène de musique actuelle est devenue au fil des années un lieu incontournable. C'est Fanette de Buisson et François Pirot qui ont rencontré les équipes. Merci beaucoup Clémence, c'est tout à l'heure au JT 18h30 pétante. Soyez bien au poste pour tous les reportages de la rédaction. On se retrouve tout à l'heure Clémence pour le rappel des titres. Je te laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite notre premier invité, monsieur Jean-Yves Fredriksen. Blotch, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Il n'y a pas de quoi. Objectivement, je ne sais plus comment vous présenter. Alpiniste, parapentiste, aventurier, réalisateur, écrivain, violoniste. Pas forcément dans cet ordre-là? Non, pas réalisateur. C'est pas moi qui ai monté le film, c'est Nicolas Alliot, un copain. Voilà. Alors justement, tu es là toi, pour parler de ton dernier film, Blotch. C'est ton nom de scène, concrètement, c'est ton surnom. En tout cas, dans le monde de la montagne, il y a beaucoup de gens qui te connaissent comme ça. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Oui, bon, après c'est un surnom de lycée qui me poursuit depuis de nombreuses années. Au début, j'en étais pas spécialement fier, puis finalement, je trouve qu'il correspond bien à ma mentalité. Alors, il y a quelques années, en 2017, si je ne dis pas de bêtises, où tu es parti pour une extraordinaire aventure à travers l'Himalaya. Alors, c'est un voyage de 4 mois que j'ai préparé longuement. Hein. C'était 3 années de préparation avant de me dire il y a moyen de traverser l'Himalaya en parapente bivouac. Et puis voilà, je me suis lancé mi-août et puis je suis rentré à Noël. Je suis parti 4 mois et j'ai traversé tous les pays de l'Himalaya en parapente et à pied, en essayant dans chacun des pays de jamais utiliser de moyens motorisés. Alors justement, tu l'as dit, Tadjikistan, Pakistan, Inde, Népal, Sikkim, enfin, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Question bête, mais c'est pas la destination. C'est une destination de rêve, mais il faut y aller quand même pour aller dans tous ces pays qui sont pas forcément les plus sécuritaires de la planète. Alors, ouais. Mais c'est un peu de fierté quand même. Non, oui, il y a de la fierté. Bon, après, forcément, quand on est passionné de montagne et qu'on a voulu grimper des montagnes un peu partout, on est allé grimper au Pakistan, en Inde et au Népal. Donc ces 3 pays-là, je les connaissais en alpinisme et puis en parapente. Et puis effectivement, il y avait tous ces pays qui sont à l'ouest de l'Himalaya, Tadjikistan, Afghanistan, que je connaissais pas du tout. Et puis enfin le Sikkim, le Bhoutan et l'Arunachal Pradesh, pareil, où j'avais jamais mis les pieds. Donc c'est ce petit côté aventure. Et puis aussi voilà, d'aller à la rencontre des gens et puis de pas douter de la gentillesse des gens des montagnes, où que ce soit. Et puis, voilà, je suis rentré, je suis en bonne santé, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai ramené des images incroyables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, on te remercie de nous permettre d'avoir justement quelques images, de nous emmener un peu avec toi. Alors, pour revivre un peu ton voyage, il y a Blotch, le film, qui fait en ce moment un peu la tournée, on peut le dire, parce que tu es très très occupé à aller le présenter à gauche, à droite. D'ailleurs, le film a été primé il y a quelques semaines encore. À la Coupe Icare, c'est un peu la consécration pour toi. Même si tu n'avais pas forcément besoin de ça, parce que la consécration, tu l'avais déjà, on est d'accord? Non, en fait, à la Coupe Icare, je suis le chouchou de la Coupe Icare depuis 2014. J'ai plusieurs fois reçu des belles récompenses de cette superbe fête.
Ils aiment bien mon esprit où j'ai pas peur du ridicule parce que je tairai toujours en catastrophe, soit dans des villages ou alors soit dans la bouillasse ou dans les rizières, etc. Et j'ai pas peur de me montrer en image tout ce qui peut se passer en parapente. Et puis je vais vers les gens, j'adore les rencontres. Et puis je pose ma caméra dans un coin et puis voilà, je vis cette expérience unique de pouvoir échanger. Et puis bien évidemment, je pars avec mon violon, alors ça facilite les rencontres. Et puis voilà, donc c'était pas forcément la consécration. Je pense que ce film-là de 50 minutes, c'est le plus réussi des 3 qui a été primé à la Coupe Icare. Et puis voilà, puis maintenant que je suis allé au bout d'un truc incroyable, ça va être dur de les bluffer encore. Et justement, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied. Le prochain projet, les prochains projets, j'imagine que tu vas pas t'arrêter là. Alors en parapente, ça va être dur de trouver un projet qui me fait plus rêver que cette traversée intégrale de l'Himalaya. Après, peut-être quelque chose de soit plus en escalade ou alors plus vers les gens. Vraiment m'immerger avec des nomades qui traversent les montagnes. Et puis peut-être avec mon violon, peut-être avec mon parapente ou peut-être sans rien, juste une caméra et puis m'intéresser encore plus aux gens qui vivent là-bas. C'est vrai qu'il y a quelques années, enfin moi j'ai connu ta réputation en tout cas avec pas mal de belles ascensions, avec Jean Troilet notamment, La Voix des Papas, Le Cervin, enfin l'enchaînement des 3 grandes faces nord. Aujourd'hui c'est un côté qui te manque ou que tu arrives toujours à combiner escalade, alpinisme, parapente? Alors là, je suis plein de cheveux blancs, hein, malgré mes jeunes 43 ans. Ce qui me manque, c'est surtout les super bons copains de grimpe. Les copains de La Voix des Papas, Martial, Mimouze, Jeannot, etc. Après, voilà, il faut savoir évoluer. Je dis pas que j'ai fait le tour de la question en escalade, en alpinisme ou en très haute altitude. Mais voilà, j'ai eu ma petite heure de gloire en grimpant à 8000 avec Jeannot. J'ai ma petite heure de gloire en faisant des bigoules avec les potes. Et puis j'adore découvrir, j'adore faire des choses nouvelles. Peut-être que je me tournerai vers la mer. Qui sait? Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a marqué avec ton film, c'est que tout le long, tu te tiens droit dans les bottes, fidèle à une éthique qui était celle justement d'avoir pas forcément de moyens de locomotion motorisés. Tu t'y es tenu jusqu'au bout du bout, en tout cas jusqu'au plus possible. Ouais. Bon après, forcément, j'étais obligé de tricher pour quand je venais buter sur une frontière pour aller rejoindre un poste d'immigration officiel. Là, paf, j'étais obligé de sauter dans un bus, de passer la frontière, voilà, de manière officielle, et puis ensuite de retourner dans les montagnes parce que ces postes d'immigration, ils étaient soit près du Gange, soit près de l'Indus ou de la Brahmaputra, donc dans les plaines surchauffées où on peut pas faire du parapente. Et après, ouais, pour parler d'éthique. J'ai ramené moi-même toutes ces images et je trouve que c'est assez rigolo en fait le succès du film parce que finalement bah voilà, il n'y a pas d'équipe de tournage, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas d'hélico, il n'y a pas de preneur de son. Voilà, faut avoir non seulement la marge pour pouvoir filmer et puis cette complicité où justement faut que les gens ils puissent être naturels et qu'ils oublient complètement la caméra et que moi aussi. Et du coup c'est assez excitant ce double jeu de Ça, ouais, ça rajoute un petit peu de fond film. à un voyage Ouais, comme ça. bien sûr, ouais. Oui, parce que là, pour filmer un décollage comme ça, il faut planter la caméra, l'accrocher avec une ficelle de 10 mètres, et puis ensuite on décolle, et puis la caméra, elle rebondit derrière soi pendant 10 mètres, et puis forcément à la marche, on va marcher, on va placer la caméra, reprendre le sac à dos, passer devant la caméra, reposer le sac à dos, rechercher la caméra. Enfin, c'est un jeu. C'est un sacré jeu, en tout cas on le connaît bien ici. Au cas où, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir le film, il y a le livre également, Vol au-dessus de l'Himalaya. Tu fais en ce moment un peu la tournée et tu seras en Haute-Savoie, à côté de chez toi, ce week-end pour des sessions dédicaces. Ouais, au marché de Noël d'Abondance, ouais. Et puis à Margencel, demain chez Majuscule. Donc vous l'avez compris si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Je ne sais pas si Fanette Debuisson en parlera dans son agenda, mais Blutch, il est là et il sera à Margencel ce samedi, dimanche, du coin d'Abondance. Donc, merci beaucoup en tout cas, Jean-Yves, d'avoir fait partie de cette émission, d'être venu jusqu'à chez nous en tout cas. Merci à toi. C'était un plaisir. Bon courage pour la suite. Merci bien. Je te laisse repartir direction la régie. Le temps pour moi d'accueillir Fanette Debuisson.
Alors non, je n'en parlais pas, Manu. Je savais. Puisqu'on me frustre en termes de durée, j'ai dû faire une petite sélection. C'est vrai que ça se voit, tu as l'air un peu frustré. Bah ouais, hein. Fin de semaine, là, c'est difficile. Mais par contre, tu nous as fait un superbe programme en remplacement de Camille Copin. Tu t'es fait la voix de la Bible au Savoyard. Et on va commencer avec, forcément, des ouvertures de stations. Voilà, des ouvertures de stations. Alors, il y a Tignes qui est déjà ouvert, mais en tout cas, c'était pour rappeler que ce week-end, si vraiment vous ne pouvez plus tenir, il y a Val d'Isère, Val Thorens et Tignes qui ont ouvert une partie de leur domaine. Il devrait y avoir quelques éclaircies dans la journée de samedi. J'avais noté que sinon on attendait de la neige, mais Thierry vient de me dire que pas tant que ça, peut-être un peu dimanche après-midi. Rabat-joie, Thierry Paulme. Donc à voir. Ensuite, on va passer sur un autre événement, toujours dans la neige, enfin s'il y en a. Voilà, toujours à Tignes d'ailleurs, c'est pour ceux qui préfèrent courir, il y a la fameuse Yeti Race, ça se passe dimanche. Donc c'est un trail à obstacles d'environ 10 km par équipe de 2 ou 4. C'est une épreuve plutôt rigolote avec tir à la carabine, sillage de bûches, parcours du combattant et plein d'autres petites épreuves. L'inscription sur place coûte 32,50 € par personne si c'est en duo ou 28,75 € par personne si c'est en quatuor. Quatuor, oui, Quatuor. je comprends. En équipe. En équipe de 4. Tout simplement. Ensuite, une autre mobilisation, mais celle-là un peu plus tournée vers les autres. Oui, ça c'est Camille qui a insisté, puisqu'elle sait que moi, traditionnellement, j'aurais moins parlé de sport et de course. Mais c'est Elle allait dire que c'était un trail. Mais c'est un bel événement qui aura lieu le 1er décembre à Annecy. C'est une première, il est encore temps de s'inscrire. C'est pour ça qu'on en parle déjà dès cet agenda-là. Donc c'est l'association Aravi pour Association Réseau Ville-Hôpital pour les personnes vivant avec le VIH. Qui organise avec le collectif SIDA-Annecy une grande manifestation le 1er décembre, donc qui est la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors il y a 2 courses, une de 10 km chronométrée à 15 h et une course de 4 km déguisée. Le départ sera donné à 17 h sur le papier et pour la course de 4 km, le parcours se fait en binôme, les 2 participants étant reliés par un élastique rouge qui est fourni par l'organisation, donc ça peut être plutôt rigolo. Question bête, il reste des places ? Il reste des places, il est encore possible de s'inscrire, il y a un site internet et la page Facebook. Donc je rappelle le nom de la course, si je la retrouve, c'est SIDA-Annecy Course. Voilà, merveilleux. Voilà, c'est marqué. Et ensuite, on ne parle pas du CITIA que seulement à l'occasion du festival du film d'animation. Voilà, puisqu'ils annoncent pas super beau ce week-end et pour ceux qui préfèrent rester au chaud, il y a une grande journée des enfants qui est organisée par Pathé Annecy. Pour les grands enfants aussi Tu peux y aller évidemment, Manu. Oui. Et donc CITIA est partenaire, donc il y a la projection de 3 films d'animation, un grand classique à 11 h dimanche, Le Livre de la Jungle, à 14 h en avant-première, Le Grinch. Et en avant-première exclusive à 16 h 30, Ralph 2.0. Donc voilà, ça c'est dimanche au Pathé Annecy. À noter que le dimanche 2 décembre, donc le week-end prochain, sera aussi projeté en avant-première Astérix, le secret de la potion magique. Et là, des places seront à gagner sur la page Facebook du Festival d'animation d'Annecy. Restez concentrés. Livre en marche, on enchaîne, je ne sais plus combien de édition, mais 17e édition, donc aux marches près de Montmélian en Savoie. Alors il y a une bourse aux livres avec 50 000 livres à vendre au tarif moyen d'1,70 €, donc c'est hyper intéressant. Il y a des rencontres, des conférences, sont attendues notamment Yves Coppens et Patrick Poivre d'Arvor. Il y a aussi des ateliers pour les enfants, des lectures de contes. Donc c'est ouvert samedi après-midi de midi à 18 h 30 et dimanche de 9 h 30 à 18 h, salle Montgrabel. Voilà. Et puis au cas où, il y a plein de vignobles autour si vous vous embêtez. Et puis une fête foraine. L'un n'empêche pas l'autre. Et une fête foraine, celle d'Annecy qui arrive là, ils ont dû s'installer aujourd'hui. Donc elle est ouverte tous les jours dès 14 h jusqu'à 21 h en semaine, 22 h le vendredi, minuit et demi le samedi. Toute la journée le dimanche. Donc c'est un événement qui marque vraiment le début de l'hiver à Annecy avec le marché de Noël. Et tadadam, transition, Victoria nous attend depuis 1h30 sous la pluie avec François Pirot. Donc on va vite aller les voir. Elle est accompagnée par Dominique un peu frigorifiée. Le maire d'Annecy, donc pour nous faire un petit programme de ce qui nous attend à Annecy sur le Noël des Alpes. Et oui, salut Fanette, on est en direct, donc tu l'as dit, de Noël des Alpes, le fameux marché de Noël d'Annecy. Et je me trouve avec Dominique Puteaux, maire délégué de la commune d'Annecy. On va parler justement de tout ce qui nous attend sur ce mois de festivités. Et on peut se poser d'abord une question. Bonsoir Monsieur Puteaux. Combien d'illuminations vont éclairer la ville d'Annecy en cette fin d'année ? Alors le nombre d'illuminations est évalué à 418 points lumineux
sur l'ensemble de la ville. Donc c'est relativement important. On a aussi un certain nombre de ronds-points avec des guirlandes lumineuses qui sont décorées. Donc tout ça représente une belle décoration sur l'ensemble de la ville. C'est un budget assez important, hein, puisque c'est 240 000 € qui sont investis pour cet éclairage et pour mettre Annecy aux couleurs de Noël. Et pour un joli temps fort qui est très attendu, à l'image de la projection qu'on peut apercevoir derrière nous sur la façade de l'hôtel de ville, c'est aussi un budget, un spectacle qui est imaginé toute l'année, j'imagine. Oui, on travaille chaque année pour proposer un nouveau spectacle lumineux sur la façade de la mairie. Cette année, la thématique qui a été retenue, c'est le ballet de Tchaïkovski, Casse-Noisette. Et donc, on va retrouver cette musique et vous allez retrouver des airs qu'on connaît tous. Et puis, avec une très belle projection. Cette année, c'est IDScène qui a été choisi pour cette mise en scène sur la façade de la mairie. C'est un spectacle de 12 minutes qui démarre à 17 h et qui se termine à minuit. Si vous voulez profiter de la bande-son, il vaut mieux arriver avant 21 h parce qu'ensuite on réduit un petit peu le niveau sonore. Mais c'est un spectacle très attendu, c'est aussi un budget conséquent, hein, puisque l'illumination de la façade, ce spectacle, c'est aussi un budget de 70 000 €. Donc voilà, il y a un vrai effort qui est fait par la ville pour se mettre aux couleurs de Noël et c'est à la fois plébiscité par les Annéciens, ça permet de participer à ces dimensions festives et puis c'est aussi une façon de participer à l'attractivité de la ville et à permettre à nos visiteurs de se mettre dans la féerie de Noël comme le font d'autres territoires français. On a d'autres points où on peut observer aussi des belles décorations, notamment à Bonlieu. Oui, alors on a 6 km de guirlandes lumineuses en tout et à Bonlieu, on a décidé cette année de vous proposer un décor autour de la thématique de l'aérien. Donc vous allez découvrir dans le forum un grand nombre de montgolfières, vous allez découvrir également un dôme qui représente un planétorium. Donc très beau décor à Bonlieu que je vous invite à visiter. Et puis on aura des animations régulières dans le forum pour entretenir cette ambiance de Noël. Des animations donc dans le forum, comme vous l'avez souligné, de Bonlieu à Annecy, mais également, Fanette, des animations qu'on retrouve dans toutes les communes de l'agglomération annécienne. On peut parler notamment de C'est-Noël du côté de Sénaux, le marché de Noël, et puis la fête du solstice d'hiver du côté de Cran-Gevrier. J'en passe et des plus belles. La fin d'année va être bien remplie. Merci beaucoup Victoria, merci Dominique Putot d'avoir affronté la pluie. Et j'en profite pour dire que dans le JT, Victoria refera un petit coucou en direct. Et je pense qu'on verra un petit peu mieux la façade parce que là avec le parapluie, voilà. Alors ouais, mais bon, elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle te parle à toi, compagnie. Bon, moi je suis quand même là, mais bon, ok, merci Mais Fanette. Non mais ça fait super, hein. Les filles ensemble, merci. Merci beaucoup Fanette. À bientôt. Juste le temps pour moi d'accueillir notre prochain invité en la personne de Monsieur Julien Irilli. S'il te plaît. Bonjour Julien. Salut. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors, beaucoup de personnes te connaissent, mais bon, au cas où il y a encore des gens qui étaient dans les grottes ces dernières années, tu es l'un des tout meilleurs parapentistes mondiaux, champion du monde en titre, donc c'était il y a quelques mois du X-Contest catégorie biplace, donc c'est du vol de longue distance. Cet été, c'était aussi 2 records du monde. Un seul cet été et un l'automne précédent. Et un l'automne précédent, ouais, je ne suis pas tout à fait à jour. Donc, lequel c'était cet été? C'était triangle? C'était le triangle, ouais, le triangle dans les Alpes. Alors, il faut rappeler pour les gens qui ne connaissent pas le parapente, le vol de distance, c'est une des disciplines du parapente où concrètement, le but annoncé, c'est clair, tu dis à l'avance ta destination. Alors pas forcément, non, parfois on fait de la distance sur axe, on ne sait pas où on va finir, mais on essaie d'aller le plus loin possible. Ouais. De toute façon, j'ai l'impression que c'est une mentalité un peu particulière, hein, les crosseurs, ceux qui font de la distance, parce que de toute façon, tu es un peu obligé de revenir en stop au bout d'un moment. Ça dépend aussi, on peut boucler le triangle, là j'ai bouclé mon parcours, donc je suis revenu à ma voiture en fait. Donc ouais, grosso modo, on fait quand même du stop régulièrement. Bon, comment on se dit que c'est le biplace? C'est vrai que le parapente, c'est le sentiment de légèreté, etc. Toi, tu avais besoin de le partager avec quelqu'un? Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que je vole, que je fais de la grande distance tout seul. Et je dis pas que je m'ennuyais, mais le faire comme ça en partage, en direct, c'est aussi une dimension super intéressante du parapente. Comment on choisit ces biplaceurs? Ces passagers, tu veux dire? Pardon. Eh ben, on les choisit par Facebook. Non, c'est pas évident. Oui, c'est vrai que cherche sac à patates pour. Non, pas vraiment. Non, on cherche grand moment d'aventure partagée, quoi. En gros, après, parfois, ça tombe pas forcément très bien. On a des gens qui sont pas à l'aise, mais on y va au feeling. Et ça marche bien. Généralement, ça se passe très bien. Ouais, c'est quoi les qualités d'un bon c'est de tenir quand même la turbulence. Hein. Donc, en gros, c'est pas être trop sujet au mal des transports. Parce que le gros problème, il est là, en fait. Tenir 10 heures en l'air, c'est pas rien. Surtout quand on subit beaucoup plus en tant que passager, on n'est pas actif. Donc la difficulté, elle est surtout là.
Bon, alors toi, tu as voyagé un petit peu à travers le monde avec ta voile. Oui. Le record du monde, tu l'as fait au Brésil. Alors oui, un des records, parce qu'il y en a beaucoup, un des records. J'ai fait un des records au Brésil, à la distance à goal déclaré en fait. Alors pourquoi là-bas? Parce que c'est très propice, hein, les plaines là-bas sont très sèches, donc très propices aux ascendances. Et comme il n'y a pas de montagne, en fait, on a beaucoup moins de turbulences. On est vraiment sur une immense étendue presque plane. Et on est près de l'équateur, donc il y a beaucoup d'énergie. Donc beaucoup de réchauffement, beaucoup de thermique, les ascendances. Donc moins besoin de gratter, de faire des allers-retours. C'est une autre façon de voler. On est poussé par du vent aussi, donc ça nous fait gagner des kilomètres, ça. Plus de la vitesse, donc des kilomètres. Ok. Bon, là, tu viens de finir une année qui est quand même relativement très chargée en compétition, etc. Phase de souffle, un petit peu de vacances quand même? Non, pas vraiment. Je m'entraîne, je suis alpiniste professionnel aussi. L'année prochaine, je vais revenir sur des enchaînements et sur de l'alpinisme pur. Enfin, avec du parapente toujours, mais des phases, des enchaînements de phases. Donc ouais, là, je m'entraîne. Justement, c'était ma prochaine question. Ben voilà. À la base, tu es anécien. Oui. Forcément, quand on est ici, mec du parapente, ça on est bien d'accord, mais tu as quand même des bouts de cailloux qui dépassent dans tous les sens. Grimpeur, c'est aussi une de tes passions. Oui, bien sûr. L'année prochaine, j'ai vu que tu voulais un peu plus te recentrer sur l'univers montagne. Ça te manquait cette année? Ça me manque, bien sûr. Ça me manque d'être là-haut. J'adore être là-haut dans les airs, mais toucher le caillou, le minéral, c'est encore une autre dimension aussi. C'est un autre monde et j'aime bien allier les deux. Ça me manque de faire que voler. Est-ce que selon toi, les deux activités sont parallèles, sont complémentaires? Elles le sont totalement, oui, bien sûr. C'est exactement, c'est les branches d'un même arbre. Hein. Pour moi, la montagne, elle se pratique de façon multiple, mais on fait la même chose en fait. La finalité est la même, c'est d'être dehors, au contact des éléments et de vivre des moments qui sont d'une intensité incroyable en fait. Déjà des petits projets qui arrivent? Ouais, j'en ai dès cet hiver des projets d'enchaînement, comme je disais. Je veux pas trop en dire plus, que j'ai eu du mal à les concrétiser parfois à cause des conditions. Mais je pense que ça devrait se faire. Et par contre, l'été prochain, j'ai une traversée des Alpes en biplace aussi, avec beaucoup d'ascension. Je vais m'arrêter pour grimper sur des sommets mythiques et ça va être cool. Comment ça s'organise à la base? Tu as ton tracé, tu sais le challenge que tu veux faire, après tu te mets en quête d'un passager, ou alors là les prochains tu vas être tout seul? Non, alors l'été prochain, je vais faire des enchaînements seul cet hiver, ça c'est sûr, comme ça je sais que je peux me déplacer rapidement et je peux compter que sur moi, j'ai pas le paramètre d'un passager en plus, que c'est un paramètre supplémentaire. Et donc ça c'est bien, donc je connais vraiment mon rythme et je me connais bien pour ça. Après l'été prochain, je vais partager avec différents passagers. L'idée c'est ça aussi, c'est d'avoir des personnes différentes pour des sensations différentes, pour faire des choses différentes, et pour varier les plaisirs, quoi. Tu disais tout à l'heure qu'avoir un passager, justement, c'est plus d'organisation. Un petit peu. Il y a la voile qui est plus grande. Oui. Tout est plus délicat. Il y a beaucoup plus de choses à décollages, gérer. Bien sûr, les atterrissages peuvent être très délicats. Et comme seul j'ose parfois me poser dans des coins assez critiques avec du vent fort, en biplace, je suis responsable de mon passager, j'ai pas envie de le casser. Et donc c'est un vrai gros stress. Je me sens vraiment tendu à certaines phases de vol, sachant que j'ai mon passager. Alors que seul, je dis pas que je m'en fous. Même je pourrais me mettre dans les arbres tout seul, ça me fait pas peur. Mais à deux, oui, c'est pas la même. Hein. On peut se faire mal, et je peux faire mal à quelqu'un qui saura pas comment réagir. Et... c'est délicat, c'est sûr. Je me suis retrouvé en position délicate plusieurs fois. Ouais. C'est-à-dire des souvenirs marquants? Là, je présente un film, la Cordée des Airs, j'étais avec Katia Lafaille au Brésil. C'est avec elle que j'ai battu un record l'année dernière et on s'est fait peur sur quelques atterrissages. Et on se battait jusqu'au dernier moment et le vent était très fort près du sol, il y avait des cailloux et on s'est fait traîner plusieurs fois, oui. Et donc, là, j'ai vraiment eu peur de la casser, quoi. Et donc oui, c'est chaud, hein. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais il y a un vrai engagement comme en montagne en fait. Il y a eu quelques compétitions quand même cette année. Tu vas continuer le circuit entre guillemets professionnel? Non, alors je fais pas de compète en parapente, j'ai arrêté depuis une dizaine d'années. Là, les records en fait et la chasse aux distances, le X-Contest, c'est quand même très libre. Chacun fait ce qu'il veut, il invente son parcours. Donc en fait, je suis jamais avec d'autres personnes en confrontation directe. Mais c'est une forme de compétition où chacun fait son truc et le déclare après sur Internet. Et voilà, ça se fait comme ça. Après, il y a des preuves pour les records. Et l'année prochaine, je vais avoir une aile qui vole très bien. Je vais l'en refaire tout seul aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même un côté un peu antinomique entre la volonté de démarche de liberté qu'est le parapente et la recherche de performance où aller vraiment chercher le nombre de kilomètres, etc. Oui, mais en fait, c'est un prétexte. La performance, c'est pour surpasser, pour être toujours meilleur, pour apprendre des nouvelles choses. Moi, ça m'a poussé dans mes retranchements et j'ai vachement progressé encore. Et en fait, on progresse tout le temps. C'est ça qui est cool. Sinon, encore la marge de progression aujourd'hui? Mais bien sûr. Autant il y a des sports physiques où on sait qu'on va être limité, il y a un moment on a atteint presque un summum et puis notre corps il décline au fil des ans. Le parapente c'est sans fin.
c'est sans fin. On peut apprendre même encore à 60 ans. On perd un peu des réflexes, mais on les compense par l'expérience. Donc comme c'est sans fin, ça me passionnera toujours. Puis je dis même pas, ce qu'on arrive à voir en l'air, c'est tellement incroyable qu'on est scotché à chaque fois, quoi. Là, le Tour du Mont Blanc, les images qu'on voit là, mais je l'ai fait déjà 10 fois, mais chaque fois j'ai le même émerveillement. C'est comme la première. C'était le 8 octobre, début octobre? C'était 8 septembre, ça je crois. 8 septembre. Enfin, j'y suis allé plusieurs fois cette année, mais avec Ancelin, là j'étais avec Erika, je crois. Ouais, c'était entre août et septembre, en fait. J'ai vu un parapente biplace passer juste au-dessus de moi sur la voie normale, juste au-dessus du couloir du goûter. Et je l'ai vu dans tes images, je me suis dit non, c'est pas vrai. Donc il y a peut-être moyen qu'on se soit croisés un peu. C'est possible. Je suis pas le seul à le faire. Maintenant, c'est devenu un peu classique, mais ça reste quand même engagé. Bon, dernière petite question très rapidement. Toi qui as fait un petit peu le tour du monde avec ta voile. Je n'ai pas fait le tour du monde, mais pas encore. Ouais. Le coin qui te restera le plus marquant. Franchement, c'est impossible à dire, il y en a tellement. J'adore le Brésil, ouais, c'est sûr. Les Alpes, hein, franchement, chez nous, il n'y a pas besoin d'aller loin à la maison. C'est au-dessus de chez moi. Ou le massif du Mont Blanc, c'est à la maison. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fascinant. Tu prêches un converti. J'ai l'impression que oui, tu connais le truc. En tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te recevoir. On va continuer, je te garde encore une seconde, puisqu'on va enchaîner avec de la montagne, puisque en fait il y a un randonneur écrivain qui vient de sortir un tout nouvel ouvrage, un topo guide. C'est Pierre Millon qui a sorti donc Face aux géants des Alpes, des randonnées face aux plus gros sommets mythiques. On l'a croisé hier, il s'est bien prêté au jeu des questions-réponses. Tout de suite, je vous propose son interview. On se retrouve juste derrière. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau Pierre Millon. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un amoureux des Alpes, alpiniste chevronné, on peut le dire. Chevronné, je sais pas. Et vous venez, puisque aujourd'hui vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, justement, Face aux géants des Alpes, les plus belles randonnées. Alors c'est un titre déjà qui en dit long. Là on a un ouvrage qui est vraiment basé sur des randonnées qui sont face aux plus belles montagnes, aux sommets les plus mythiques des Alpes, mais pas directement dessus. Comment vous en êtes arrivé à cette idée? À part une ou deux exceptions, le but, c'est pas de décrire le sommet d'ascension de ces fameuses cimes prestigieuses, mais c'est de les contempler d'en face. On est dans une attitude plus contemplative. Donc, comment essayer, comme les premiers ascensionnistes, qui, par exemple, M. de Saussure, qui était un botaniste genevois qui était fasciné par le Mont Blanc au XVIIIe siècle, a voulu découvrir la voie d'ascension du Mont Blanc et il a promis une certaine somme à celui qui lui indiquerait la route. Mais avant de suivre ce Jacques Balmat qui lui indiquait la route, il montait au Brévent, il montait sur différents sommets satellites pour essayer de deviner lui-même une route pour aller au sommet du Mont Blanc. Et là, je me suis mis un peu dans cette attitude, à savoir grimper en face du sommet prestigieux, que ce soit le Cervin, la Meije ou le Mont Rose ou le Mont Blanc, non pas pour les gravir, mais pour les contempler d'en face. Par le biais de sentiers de randonnée assez abordables. Là, vous nous livrez aujourd'hui un véritable topo guide, puisqu'on est très proche d'un topo guide avec beaucoup de cartes, beaucoup d'éléments de repères, de situations. Mais au-delà de ça, vous allez un petit peu plus loin avec une démarche qui va aussi beaucoup dans tout ce qui est finalement la préservation de la nature, parce que ces sommets, ils évoluent très très vite aujourd'hui. Oui, parce que quand on gravit une montagne, bon, il y a l'aspect géologique de la montagne, mais il y a aussi l'aspect humain, la protection de la nature aussi, et surtout dans le contexte de ces dernières décennies où on a de grosses menaces sur l'environnement montagnard avec le problème du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique. Donc on est en mesure de craindre une disparition progressive des glaciers. Nos petits-enfants, je ne sais pas s'ils verront les glaciers encore très longtemps, quoi. C'est ce que je leur dis, parce que justement, ils sont en diminution très forte, et en particulier l'été 2018 a été un été particulièrement éprouvant au niveau des glaciers. On en a beaucoup parlé sur cette antenne. Voilà. Pour réaliser cet ouvrage, vous avez traversé quasiment l'intégralité des Alpes, en partant du côté opposé au vôtre, puisque vous habitez pas loin du Mont Blanc, au pied du Mont Blanc. Vous avez choisi de partir de la Slovénie, ça a été un gros périple. Oui, alors en fait la Slovénie, j'en parle pas dans ce livre, puisque j'ai choisi les sommets qui avaient une certaine envergure. Je parle de géants des Alpes, donc il me faut une grande paroi comme la face nord des Joras ou les arêtes du Cervin. Et donc j'ai évité de parler du Triglav. D'abord, il fallait se limiter. L'éditeur m'avait demandé de ne pas dépasser 30 chapitres et j'arrivais pas à choisir. Il y avait quand même des très jolis secteurs, des très jolis sommets.
Donc, j'ai pas mis le Triglav parce que j'y suis allé encore récemment. C'est une montagne très compacte où on n'a pas la vue, à part sur le versant nord, mais c'est plus délicat. On n'a pas une vue d'ensemble, on n'a pas l'impression que c'est un gros sommet. En fait, le Triglav en Slovénie ne fait que 2700 mètres, ce n'est pas les 4600 mètres du Mont-Rose. C'est sûr, voilà. Il y a un petit peu de différence. Et donc, j'ai choisi ceux qui étaient les plus typiques, les plus prestigieux. J'ai mis par exemple le massif des Dents du Midi, qui est dans la vallée de Martigny, la vallée du Rhône, parce qu'ils en imposent avec tous ces créneaux. C'est une montagne qui en impose. J'ai mis aussi la balade au refuge de Saléna pour contempler l'aiguille d'Argentière qu'on voit sous un angle inhabituel. Magnifique, quoi, en effet. Voilà. Cet ouvrage, il vient de sortir. J'imagine que vous n'arrêterez pas là. D'autres projets une petite minute Cet été, j'ai eu, sous la demande des éditions Glénat, à revoir un peu un livre que j'avais fait dans mes premières années, mes premières expériences de livre, Les randonnées du vertige. J'ai dû réviser ce livre. On va le refaire sur une présentation plus moderne et réactualiser aussi, parce que justement on parlait du dérèglement climatique. Il y a eu beaucoup d'éboulements, par exemple pour accéder au refuge de la mer de glace, c'est très dangereux maintenant. Enfin, c'était devenu assez dangereux. Il y avait eu un accident mortel sous la Charpoix, il y a eu des éboulements pour aller à l'envers des aiguilles. Donc j'ai repris tous ces itinéraires qui sont des itinéraires vertigineux en Haute-Savoie, que ce soit en moyenne montagne ou à proximité du Mont Blanc. Je les ai repris, c'est le projet que j'ai. On est en train de refaire la maquette et j'ai révisé, j'ai refait tous ces parcours. En tout cas, on vous souhaite bien du courage parce que j'imagine que c'est... en tout cas, vous avez le sourire, c'est déjà un bon signe. Oui. Face aux géants des Alpes, si vous avez besoin d'inspiration pour vos randonnées, le tout avec de superbes panoramas, de superbes photos, vous avez là un ouvrage qui est tout fait justement pour vous donner tout ce qui vous manque, les informations, les cartes, les idées, bref, vous avez là une véritable Bible pour la montagne. Pierre Millon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Et on se retrouve justement pour le rappel des titres à quelques minutes du JT seulement. Clémence nous a rejoint et avec toi, juste après la pub, on va parler d'un tout nouveau musée. Eh bien oui, le nouveau musée s'appelle Explora Centre. Il vient d'ouvrir ses portes à Genève et là-bas, on peut découvrir la science. Et puis ensuite, on souffle des bougies. On souffle le 20e anniversaire de Brise-Glace à Annecy. C'est une scène musicale qui est devenue incontournable. C'est tout de suite reportage complet dans le journal télévisé, juste après la pub. Mais puisque on veut vous prouver qu'on lit vos commentaires Facebook, le livre de notre invité de tout à l'heure, il est là, Vol au-dessus de l'Himalaya. Bien sûr, c'est aux éditions Guérin. Vous reconnaissez, c'est rouge, c'est Guérin, bien évidemment, à ne pas louper. Je vous le mets là et de toute façon, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, on n'hésitera pas à répondre à toutes vos questions. Et nous, on se retrouve juste après pour le JT, après la pub. À tout de suite.